Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce thème communication et justice, qui est un thème tout à fait passionnant. J'essaie de ne pas être trop long parce que je ne voudrais pas que l'on rate la conclusion du professeur Pradel. Je tiens à le dire, je ne sais pas si vous avez conscience, mais c'est assez émouvant pour moi, parce que je fais partie de ces générations et générations d'étudiants en droit qui ont aimé le droit pénal et la procédure pénale grâce au professeur Pradel, et au nombre de magistrats qui ont eu le concours de la magistrature grâce à vos ouvrages. Donc voilà, je suis très heureux de parler aujourd'hui à vos côtés. La communication et la justice, en fait, sont deux mondes que tout oppose. Quand on parle de justice, on pense indépendance, on pense besoin de sérénité, on pense complexité, contrainte procédurale, on pense temps long, on pense secret, confidentialité, on pense objectivité et neutralité. La communication, la presse, les médias, eh bien, c'est aussi noble, mais c'est opposé. L'indépendance, non, c'est de l'interdépendance avec l'opinion publique. L'interdépendance avec l'opinion publique parce que la presse contribue à faire l'opinion publique, et l'opinion publique, en achetant, en regardant les médias, eh bien, influence aussi la communication. La communication, c'est l'instantanéité, c'est le temps court, c'est une vérité d'un instant, alors que la justice, c'est une vérité judiciaire qui, en général, est établie pour longtemps, si ce n'est pour toujours. La presse, c'est aussi un parti pris, un engagement, une subjectivité qui est parfois totalement revendiquée, et c'est bien leur droit. Et puis, c'est aussi l'affranchissement de certaines règles. On est tous étonnés de voir parfois des journalistes obtenir en quelques jours des résultats que la justice met des années à avoir. Une caméra de télévision débarque chez un témoin, l'interroge, le témoin donne des pièces, etc. On dit, mais pourquoi le juge ne l'a pas fait? Parce que les règles ne sont pas les mêmes. Alors, finalement, vous l'avez cité, cette phrase issue du rapport du Conseil supérieur de la magistrature 2007, qui donne la ligne, qui donne le ton. Dans le rapport 2007 du Conseil supérieur de la magistrature, cette autorité constitutionnelle nous dit « La médiatisation de la société constitue une donnée dont toute institution doit désormais tenir compte. La justice ne doit pas s'imaginer qu'elle peut y échapper. » Et pour moi, cette phrase, elle est fondatrice. Parce que dans la culture des magistrats, il n'y a absolument pas la communication. Cette absence de communication, elle peut être de la justice, elle peut être perçue par vous, par certains, comme peut-être de l'arrogance, du mépris, du désintérêt. En fait, je ne crois pas. Je suis, je pense, un des magistrats qui a le plus exercé des fonctions de communication judiciaire, puisque vous l'avez rappelé, moi, depuis 2005 et jusqu'en 2012, j'ai exercé à plein temps au sein de la justice, en juridiction ou au ministère de la Justice, à l'administration centrale, des fonctions de communicant. Donc je suis à la fois le témoin, j'espère un peu modestement l'acteur, mais le témoin en tout cas des progrès qui ont été accomplis depuis des années et des années. Je suis aussi totalement convaincu des progrès qui restent à accomplir. Et je pense qu'on peut être critique sur la communication de la justice, mais il faut aussi être indulgent. Parce que, loin de l'arrogance, loin du mépris, loin du désintérêt, je crois qu'il ne faut pas oublier que la fonction de juger est une fonction extrêmement complexe et qu'on peut pas. Il est très compliqué de demander à des magistrats dont la principale mission, la principale priorité est de dire le droit, de dire la vérité judiciaire, de décider qui est coupable et qui est innocent, de décider si on déclare quelqu'un de coupable, de dire quelle peine on doit lui infliger et quel dédommagement accorder à la victime. Et en plus de tout ça, en plus de cette mission extrêmement complexe, on demande à la justice, et c'est normal, je suis le premier à le vouloir, mais on demande à la justice de faire preuve de pédagogie vis-à-vis de l'opinion publique, vis-à-vis des justiciables, et donc de communiquer. Et la communication, eh bien, elle se fait entre la justice et l'opinion publique et vous, elle se fait par les médias. Alors, malgré la difficulté, eh bien, la communication judiciaire est une nécessité. Pourquoi? Parce que l'institution judiciaire est, je pense, une des seules institutions, enfin en tout cas une des institutions qui est quotidiennement au cœur de l'actualité. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle de la justice, d'une affaire judiciaire, lors des journaux télévisés de 20 heures, lors des flashs radio ou dans nos journaux. Le fonctionnement de la justice, il est complexe, il est très complexe, et il est totalement méconnu de nos concitoyens, totalement méconnu aussi, et c'est plus étonnant et plus inquiétant, de nos élites,
et il n'y a aucun caractère péjoratif dans le terme élite, mais il est méconnu de nos décideurs, il est méconnu de nos politiques, il est méconnu de nos acteurs économiques, il est méconnu des médias. Autre contingence qui fait que la communication judiciaire est indispensable, c'est que la communication a terriblement changé depuis 10, 15 ou 20 ans. Il y a d'abord l'influence croissante des chaînes d'information continue. On le voit aujourd'hui, vous avez des chaînes en France qui, 24 heures sur 24, délivrent de l'information. On a aussi les réseaux sociaux qui ont totalement bouleversé le rapport à l'information et qui nécessitent une réaction rapide et immédiate sur des sujets d'actualité comme les sujets judiciaires. Donc le temps médiatique est désormais totalement instantané. Il est terminé le temps que j'ai connu moi lorsque j'ai débuté, donc je ne suis pas très vieux, je ne suis pas très jeune non plus, mais il y a un moment, quand j'ai recommencé dans la magistrature, eh bien, les grands rendez-vous, c'était le 20h de TF1, c'était le mercredi la sortie du Canard enchaîné, le jeudi le Point. Bref, on avait comme ça des grands rendez-vous et on savait qu'on avait le temps. On savait que si un hebdomadaire nous demandait une information le lundi, on avait jusqu'au mercredi soir pour la lui donner. On savait que le Canard enchaîné, on avait une semaine devant nous. On savait que voilà, le journal de 20h, c'était 20h. Il y aurait pas, l'opinion publique ne serait pas informée massivement d'une information avant le journal de 20h de TF1. Aujourd'hui, l'opinion publique est informée massivement d'une information, là je parle en matière judiciaire, instantanément par les chaînes d'information continue, mais également par les réseaux sociaux. Autre réalité, c'est que tous les autres partenaires acteurs de la justice, eux, communiquent. Les services d'enquête communiquent, la police communique. La police, ils sont dotés de syndicats extrêmement efficaces qui n'hésitent pas à intervenir sur les lieux de faits divers, ce qu'on appelle des faits divers, pardon, je sais que ce terme est assez horrible, mais en tout cas c'est comme ça que voilà, sur de drames judiciaires, ils arrivent en moto, ils demandent 2-3 informations à leurs collègues enquêteurs, et puis ils font sur place, dans l'heure qui suit le crime, une conférence de presse en délivrant des informations de l'enquête. La gendarmerie est aussi très bien organisée, de manière un peu plus militaire, avec des officiers de communication extrêmement bien formés. Les préfets communiquent. Le préfet, c'est le représentant de l'État en région, dans un département, etc. Sur une affaire judiciaire, la primeur doit venir au procureur de la République. Mais si le procureur de la République ne communique pas, eh bien la nature a horreur du vide. Donc le préfet, il va occuper, en tant que représentant de l'État, cette place de la communication. On a les services de secours qui communiquent. Très souvent, les journalistes sont informés en premier par les pompiers, par l'hôpital, etc., qui leur informent d'une catastrophe, un accident de car, etc. Donc du coup, eux communiquent. La justice est très souvent loin derrière. Les avocats communiquent. On a eu Maître Golnadel, qui est un des avocats communicants bien célèbres, mais beaucoup d'avocats communiquent. Les victimes communiquent, les parties civiles, les associations de victimes, les experts, bref, tout le monde communique. Et la justice a toujours et toujours encore un petit peu à la traîne. Alors il faut, tout ça, toutes ces données, rendre indispensable une réponse adaptée de la justice en termes de communication. Mais pour ça, et là je prends ma casquette, donc vous l'avez dit, depuis 2 ans je me suis mis en disponibilité, c'est-à-dire entre parenthèses de ma carrière de la magistrature, je reste magistrat et je redeviendrai magistrat en juridiction certainement, mais j'ai fait ce que préconise d'ailleurs le Conseil supérieur de la magistrature et la commission d'enquête parlementaire post-Outreau, qui est que les magistrats aillent aussi voir un petit peu ce qui se passe dans le privé. Donc là j'ai intégré depuis 2 ans un cabinet de conseil en stratégie de communication, gestion de crise, communication de crise, qui me professionnalise encore un petit peu ce regard de communicant. Pour communiquer, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une stratégie de communication. Quand vous avez une crise, il faut une stratégie de communication. Quelle est la stratégie de communication de l'autorité judiciaire ? Si c'est la loi, ben c'est bien pauvre. On a l'article 11 du Code de procédure pénale qui dispose que, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République, et lui seul, peut rendre public des éléments objectifs de la procédure, ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues. Bref, cet article 11, il fonde le droit que les procureurs ont de communiquer et de communiquer officiellement à la presse. Mais on n'a pas de stratégie, en ce sens qu'il n'y a pas de ligne définie par le ministère de la Justice sur la communication de la magistrature. Il y a eu des tentatives. Vous l'avez dit, j'ai été conseiller dans 3 cabinets ministériels, donc pendant plusieurs années. Eh bien, on a essayé modestement de faire évoluer les choses. C'est très compliqué parce que, en tant que magistrat et communicant, j'avais envie de favoriser cette communication, d'ouvrir des fenêtres, des portes, des pratiques, des bonnes pratiques.
Mais il y a une certaine crainte, certainement légitime, hein, de mes collègues magistrats de l'administration centrale qui disent attention, est-ce que le ministère de la Justice peut bien donner des directives générales pour favoriser la communication des procureurs? Ça peut être compliqué, ça peut nous être reproché, etc. Il faut des moyens. Il faut des moyens pour assurer une bonne communication. Je vous l'ai dit, un certain nombre, les préfectures ont des services de communication, la gendarmerie a un service de communication extrêmement efficace. Chez les magistrats, eh bien, on est assez pauvre en communiquant. J'ai été vice-procureur chargé des relations avec la presse auprès du procureur de la République de Paris. Le tribunal de Paris est le seul tribunal en France à avoir un magistrat qui consacre 100% de son temps aux relations avec la presse. Le seul. J'ai exercé ces fonctions. Inutile de vous dire que je n'ai pas été formé à ces fonctions à l'époque, même si on a fait des efforts de formation. J'ai été formé sur le tas, finalement, par les journalistes qui sont à plein temps au sein du Palais de justice de Paris. Au sein du Palais de justice de Paris, c'est une incongruité, mais qui a très bons effets. C'est que la presse judiciaire a un bureau. Vous avez des journalistes de l'AFP notamment, mais autrefois de la Société de presse et Reuters, qui sont à plein temps au palais de justice et qui se promènent, ils ont portes ouvertes quasiment partout. Paradoxalement, c'est eux qui m'ont expliqué, qui m'ont appris les codes de la communication judiciaire, du off, du on, de ce qu'il fallait sourcer, autorité judiciaire, source judiciaire, etc., etc. J'ai appris sur le tas. On a des magistrats délégués à la communication dans chaque cour d'appel, mais qui sont des magistrats qui sont un petit peu les référents pour les collègues des juridictions, mais qui sont plus là pour donner un fichier presse, pour donner un ou deux conseils, mais qui exercent ces fonctions en plus de leurs fonctions juridictionnelles classiques. Et c'est très compliqué lorsque vous êtes magistrat à l'audience, la presse, elle n'attend pas. Lorsque vous êtes magistrat à l'audience, vous ne pouvez pas répondre à votre portable pour répondre à l'AFP qui a besoin de la confirmation d'une information urgente. Donc du coup, lorsque vous exercez ces fonctions en plus du reste, eh bien, le journaliste de l'AFP qui vous appelle à 9 h pour avoir la confirmation d'une information urgente, eh bien, vous pourrez ne lui répondre qu'à 13 h ou à 15 h ou à 16 h ou à 17 h quand vous sortez de l'audience correctionnelle. Donc ce n'est pas très efficace. Et puis on a un porte-parole. Il y a un porte-parole du ministère de la Justice. C'est une fonction qui a été créée en 2007. J'ai été le premier porte-parole de ce ministère. Le ministère de la Justice s'est doté d'un porte-parole après le ministère des Affaires étrangères, après le ministère de la Défense, suivi de près par le ministère de l'Intérieur. J'ai toujours pensé qu'il était indispensable que ce soit un magistrat qui soit porte-parole du ministère de la Justice, parce que je pense que c'est important, comme interlocuteur quotidien, permanent des journalistes, quand je dis des journalistes, évidemment, le destinataire final, c'est l'opinion publique, c'est le justiciable. Mais c'est important d'avoir un magistrat. Et pour ça, eh bien, il faut... donc j'ai été ce porte-parole pendant plus de 3 ans. Il faut se consacrer à plein temps à ce travail. Et là, le premier président Magendie ce matin, j'étais assez d'accord avec tout ce qu'il a dit, il a été assez critique sur la presse, en disant la presse ne s'intéresse pas beaucoup, je regrette comme vous tous que la presse judiciaire ne soit pas présente. Nous avons échangé pendant que nos débats sur Twitter, vous voyez, les réseaux sociaux ont métamorphosé la presse, on a échangé sur Twitter avec les journalistes de presse judiciaire pour savoir pourquoi ils n'étaient pas là. Bref, tout ça pour dire que la presse, lorsque on lui donne des matières, elle est preneuse de cette matière. Lorsque j'étais porte-parole, je faisais un point presse une fois par semaine au ministère de la Justice sur l'actualité du garde des Sceaux, mais également sur les réformes engagées par le ministère, par le ministre, par le gouvernement, sur le bon fonctionnement ou les dysfonctionnements de la justice, sans rentrer bien évidemment sur les cas particuliers, mais à partir d'un dysfonctionnement judiciaire, je pouvais donner la parole de l'institution judiciaire. Eh bien, à ce point presse du porte-parole du ministère de la Justice, j'avais toutes les semaines entre 15 et 20 journalistes de la presse nationale qui étaient présents. Donc, quand on propose à la presse une voix officielle, eh bien, la presse répond à cet appel. Il n'y avait pas une semaine où, en tant que porte-parole, je n'étais pas cité dans un grand quotidien national, que je n'étais pas enregistré par une chaîne de télévision pour un 20h, pour un 13h, pour une chaîne d'information continue, où je n'étais pas invité à des débats, ça me rappelle les souvenirs de mon cher avocat général Bilger, à des débats sur RTL, Europe 1, la chaîne parlementaire ici, etc. Donc, la presse, la magistrature n'est pas coupable de tout, la presse n'est pas coupable de tout non plus. Il faut aussi que nous soyons, nous, institutions judiciaires, ministère de la Justice, magistrats de juridiction, ouverts aux médias pour leur délivrer notre message,
en plus du message des autres partenaires de la justice. Alors, ça restera toujours difficile, la communication judiciaire, parce qu'elle se distinguera toujours de la communication politique, de la communication des autres administrations, de la communication des entreprises. La fonction de juger, elle est extrêmement complexe. Un juge, lorsqu'il tranche un litige entre deux parties, lorsqu'il condamne quelqu'un dans un litige qui oppose l'auteur d'une infraction à une victime, il fait très souvent deux mécontents. La personne qui a perdu parce qu'elle espérait ne pas perdre, elle espérait gagner, et puis la personne qui a été reconnue victime parce qu'elle espérait gagner mieux, elle espérait que sa détresse soit mieux comprise, mieux entendue, son préjudice mieux indemnisé. La justice, elle est humaine et elle n'est donc pas infaillible. Alors oui, je suis le premier à dire qu'il faut qu'on respecte la justice. Pour autant, je ne pense pas que la justice doive échapper à toute critique. Je pense qu'une critique raisonnable, même faite par des politiques, est tout à fait acceptable. Moi, ça ne m'a jamais choqué. À partir du moment où on n'attaque pas le magistrat en particulier, mais on peut dire qu'on peut s'étonner d'une décision judiciaire, c'est quelque chose qui ne me choque pas. Pour autant, à la justice aussi d'expliquer ses décisions. Et puis la justice, ma collègue l'a dit tout à l'heure très bien, je veux dire, les magistrats, ils prennent des décisions d'abord en fonction de la loi, mais également en fonction de ce qu'il y a dans le dossier. Et le commissaire de police qui était là tout à l'heure a raison d'être assez critique sur les magistrats. Mais je peux vous dire que moi, magistrat, lorsque j'étais en juridiction, lorsque j'étais juge d'instruction, mais je présidais aussi des audiences correctionnelles, eh bien, lorsque vous voyez un fait divers raconté dans la presse, absolument épouvantable, où on vous dit qu'une vieille dame a été agressée par 3 voyous qui l'ont mis à terre et qui l'ont envoyé 15 jours à l'hôpital, et qu'on vous défère les 3 auteurs présumés dans le tribunal, et que vous vous rendez compte à la lecture du dossier que le dossier est vide, que les charges sont extrêmement fragiles, extrêmement ténues, eh bien, je peux vous dire que c'est la conscience du magistrat de se dire « je ne peux pas, en mon âme et conscience, condamner les personnes qui me sont présentées parce que, oui, j'ai peut-être l'impression, le pressentiment, il y a quand même beaucoup de choses qui laissent penser que... mais je n'ai pas de preuves dans mon dossier. » Donc là encore, il ne s'agit pas de rejeter le tort sur la police, mais de dire que je peux vous assurer que lorsqu'un tribunal correctionnel a devant lui un dossier solide, avec des preuves tangibles, ben je peux vous dire que le juge, qu'il soit du syndicat de la magistrature, de l'union syndicale des magistrats, non syndiqué, de droite, de gauche, etc., peu importe, je peux vous dire que ça peut, je ne vais pas utiliser le terme cogner, mais en tout cas, voilà, la justice peut être extrêmement sévère. Donc tout ça pour dire, on revient à mon sujet de la communication, c'est que moi, ça ne me pose aucun problème de justifier une sanction qui paraît incompréhensible à l'opinion publique par des faits objectifs. Pour ça, il faut que la justice prenne la parole en disant, voilà, dans cette affaire-là, la décision rendue par la justice paraît incompréhensible, vous paraît incompréhensible à vos justiciables, mais on va vous expliquer pourquoi. Parce qu'en face, vous avez l'avocat qui, lui, va prendre la parole, vous avez le syndicat de policiers qui va critiquer les juges en disant c'est scandaleux, regardez, nous on interpelle les gens, la justice ne suit pas, etc. Vous avez l'association de victimes où la victime est pleurée, qui, en toute bonne foi, dit à la sortie de l'audience c'est un scandale parce qu'on me dénie mon statut de victime, sauf que nos collègues magistrats, ils ont tranché avec les éléments qu'ils avaient dans le dossier. Et vous savez, il faut toujours se dire, à propos de la justice, personne n'a envie de se retrouver devant un tribunal une fois, évidemment, mais il faut se demander si... voilà, il faut vraiment qu'on puisse avoir confiance dans notre justice et se dire que, malheureusement, pour la plupart d'entre nous, on risque de passer devant la justice comme victime. On peut aussi passer devant la justice comme auteur présumé, en tout cas comme prévenu, hein, comme personne que l'on poursuit. Dans ces cas-là, on est quand même assez rassuré lorsqu'on sait que les magistrats vont trancher au vu des éléments du dossier et pas du bruit ambiant qu'il y a à l'extérieur dans la presse. Puis, alors, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de communiquer, de faire de la communication judiciaire? C'est que c'est assez ingrat, la fonction de la justice. On demande en fait à la justice de rétablir une paix sociale que personne n'a réussi à protéger. Ni l'école, ni la famille, ni le monde du travail, ni le politique, ni personne. Et on va demander à la justice de réparer ce trouble social. Eh bien, c'est une mission un petit peu impossible. Mais déjà, de reconnaître avec humilité, que la justice ait l'humilité de reconnaître que son métier est difficile, qu'elle connaît un certain nombre de contraintes procédurales, et qu'elle ne peut pas répondre à toutes les attentes
comporte en elle est de rétablir la paix sociale à tout prix, ben c'est déjà une manière de se faire accepter par l'opinion publique. Alors, aujourd'hui, je fais un peu de communication de crise dans mon quotidien. On apprend qu'une des bases de la communication de crise, un des principes de la communication de crise, c'est de parler avec, lorsque vous êtes en charge de la communication, transparence, empathie et mobilisation. C'est vraiment les 3 mots-clés. Ben, c'est très compliqué lorsque vous êtes en charge de la communication judiciaire. On peut le faire, et il faut le faire. Transparence, empathie, mobilisation. Mais comment faire preuve de véritablement de transparence lorsque vous êtes procureur de la République en charge d'une enquête et que vous êtes lié par le secret professionnel, par le secret de l'enquête, par le secret de l'intimité de la vie des personnes? Comment faire preuve d'empathie lorsque vous êtes en tant que magistrat soumis à une obligation de neutralité, d'objectivité? Comment faire preuve d'une totale mobilisation lorsque, bien là aussi, vous êtes tenu par des contraintes procédurales? Vous ne pouvez pas mettre tous les moyens en œuvre pour obtenir la vérité. Il y a des règles. Vous ne pouvez pas perquisitionner en dehors de certaines heures. Vous ne pouvez pas entendre une personne dans un cadre qui n'est pas le cadre de la garde à vue, par exemple. Vous ne pouvez pas l'entendre pendant plus de tant de jours. Voilà, il y a des règles procédurales. Donc, difficile de faire preuve d'une totale mobilisation. Et pourtant, il faut y arriver. Alors, comment faire? Comment faire avec un budget contraint? J'entendais ce matin, on a beaucoup parlé du budget de la justice, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'effectivement, la France a un très gros retard, mais le retard, on est en train de on essaie de le combler. Le budget de la justice a augmenté de plus de 60% entre 2002 et 2012. Je ne partage pas exactement ce qu'a dit le Premier président Majindi ce matin en disant que tout allait à l'administration pénitentiaire. Beaucoup va à l'administration pénitentiaire, mais après tout, c'est aussi heureux que la France puisse enfin mettre ses prisons en conformité avec les règles européennes, avec la dignité. Mais 50%, le budget attribué aux juridictions, dans ce même temps, a augmenté de 50%. Alors évidemment, le retard est considérable. Mais bon, donc on a un budget contraint, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut changer cette culture. Il faut insuffler cette culture de la communication chez les magistrats. Alors, avec mon adjoint de l'époque, Arthur Dreyfus, qui était porte-parole adjoint, nous avons rédigé un petit guide de la communication judiciaire à l'attention des magistrats du parquet. On a donné très modestement quelques pistes de réflexion, des choses finalement assez simples, parce que les meilleures solutions sont souvent les plus simples, mais qui sont loin, je pense, d'être appliquées par mes collègues, et je ne leur jette pas la pierre, parce que je répète, ils doivent faire ça en plus de leur fonction. D'abord, il faut impérativement que les magistrats considèrent le journaliste comme un partenaire à part entière, au même titre que lorsque un magistrat prend ses fonctions en juridiction, eh bien, il va faire sa tournée de présentation. Il va se présenter au bâtonnier, il va se représenter aux représentants des huissiers, il va se présenter aux préfets, aux associations de victimes, aux experts, etc., aux services d'enquête, police, gendarmerie. Eh bien, je pense qu'il est indispensable que les magistrats, en particulier les magistrats du parquet, qui ont en charge cette communication, aillent se présenter aux journalistes. Il faut bâtir avec les journalistes des relations de confiance et pas de défiance. Ça se distingue bien évidemment de la collusion. Il n'est pas question, et là encore, pour le coup, le Premier président Majindi a très bien dit ça, il y a un certain nombre de collègues, comme partout, qui s'inscrivent plus dans la collusion avec des journalistes. Ça, c'est pas bien parce qu'ils plaident leur propre cause et pas forcément la cause de la justice. En revanche, une relation de confiance et dicter des règles claires, ça se fait. À ce titre, l'association de la presse judiciaire, qui regroupe 150 journalistes de l'ensemble des médias français qui sont spécialisés dans la justice, est un partenaire intéressant. Et je le répète, je regrette vraiment qu'il ne soit pas là aujourd'hui. Pour autant, ce sont des partenaires intéressants, ce sont des gens avec lesquels il est agréable de travailler parce que la justice doit faire un effort, mais la presse aussi doit faire un effort. On ne peut pas, nous on a nos propres contraintes, il y a certains comportements journalistiques qui ne sont pas compatibles avec la communication judiciaire. Il faut ne jamais oublier évidemment qu'un journaliste n'est ni un ami ni un ennemi. Ça n'est pas un ami, mais ce n'est pas non plus un ennemi. Et ça aussi, il faut que les magistrats en aient conscience. Alors, pour conclure, je dirais que la justice doit prendre la main de la communication. Une communication maîtrisée, elle assure vraiment l'équilibre entre la nécessité de l'efficacité de l'enquête, du secret de l'enquête et la liberté d'informer. Sans communication officielle, un journaliste, il va prendre ce qu'il a sous la main. Donc il va relayer des informations qui sont
non vérifiées, pas forcément fiables, parfois contradictoires, peu motivées, parfois mensongères. Or, nous avons la chance d'avoir une image auprès des journalistes, nous, la justice, de sérieux et de crédibilité. Lorsque un magistrat prend la parole officiellement dans la presse, il bénéficie d'une vraie présomption de la part des journalistes de sérieux, de crédibilité tant juridique que factuelle. Et c'est essentiel. Je vous prendrai... J'ai encore combien il me reste? C'est fini. Eh bien, pour conclure... Il me reste moins de 5 minutes. Non, je voudrais juste prendre un exemple. J'ai réfléchi de prendre un exemple qui pourrait vous rappeler des souvenirs. L'exemple qui m'a marqué, c'était le suicide de Jean-Pierre Trébert. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Jean-Pierre Trébert. C'était cet accusé qui était renvoyé devant la cour d'assises pour le double meurtre de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. Il s'est suicidé dans sa cellule à 2 mois de son procès. On avait tous les composantes, j'étais à l'époque porte-parole du ministère de la Justice, on avait toutes les composantes d'une communication, d'une situation de crise extrêmement grave. C'est un échec, d'abord parce que la mort d'un homme est évidemment toujours un échec, particulièrement lorsqu'il est en détention, sous la responsabilité du ministère de la Justice, parce que avec ce suicide, on privait les victimes, les familles des victimes d'un procès, on privait l'opinion publique que la justice soit rendue. Il s'était évadé dans des conditions rocambolesques quelques mois auparavant. Là encore, l'institution judiciaire n'en était pas sortie grandie. Et puis, c'était une affaire très médiatique, parce que cette affaire avait marqué les Français, parce que Géraldine Giraud était la fille de Roland Giraud, un acteur bien connu, et qui, avec beaucoup de dignité, avait su hurler sa détresse dans les médias. Eh bien, à l'époque, Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, avait décidé que l'on prenne la main de la communication. Nous avons été informés du suicide à 6 heures du matin, 7 heures du matin. D'habitude, dans ces cas-là, et vous pouvez le voir aujourd'hui, parce que malheureusement, on est revenu à cette époque un peu ancienne, eh bien, c'est toujours une source syndicale qui donne l'information, qui délivre l'information. Ensuite, vous avez les chaînes d'information continue qui donnent la parole à tout un tas de syndicats divers et variés. Là, on a pris la main de la communication. C'est moi qui ai été chargé par le ministre d'appeler l'AFP pour annoncer la nouvelle vers 8h30. C'était un samedi matin. Dépêche AFP, évidemment, urgent dans la minute. Et pendant toute la journée, tout le week-end, ça a été un déferlement médiatique. Mais nous avons pris la maîtrise de la communication. Quand vous prenez la maîtrise de la communication, vous prenez vos responsabilités. Le ministère de la Justice a pris ses responsabilités, a assumé ses responsabilités. Et nous avons fait, avec mon adjoint, la tournée de tous les médias pendant 2 jours, 3 jours, ça s'est terminé même sur le plateau du Grand Journal de Canal+, à débattre avec quelque chose qui était quand même assez audacieux, avec l'ex-femme de Trébert et le président de l'Observatoire international des prisons, qui est en fait une association, c'est pas un observatoire international, c'est une association qui milite contre la prison. Mais donc, eh ben, on est allé jusqu'au bout, simplement parce que c'était pour nous le moyen. Évidemment, malheureusement, on n'a pas redonné vie à Jean-Pierre Trébert, on n'a pas redonné droit à un procès aux victimes, mais on a montré que le ministère de la Justice, en étant présent et en faisant vraiment, j'ai fait tous les plateaux de télévision partout, eh bien, on assumait nos responsabilités pour délivrer une information qui au début était assez parcellaire, on avait peu d'informations à délivrer, mais déjà le fait que ce soit un représentant officiel du ministère de la Justice qui dise oui, ce matin, Jean-Pierre Trébert a été retrouvé mort dans sa cellule, il s'est pendu avec un drap, entre 2 rondes, il bénéficiait d'une surveillance renforcée, etc., etc. Le garde des Sceaux a ordonné, au-delà de l'enquête du procureur de la République, une inspection des services pénitentiaires, etc., etc. On a pris nos responsabilités vis-à-vis de l'opinion publique, ce qui est quand même bien la moindre des choses. Alors vraiment, pour conclure, pour respecter le timing, j'ai été très frappé par le résultat du sondage commandé par l'Institut pour la justice et fait par le CSA ce matin. Pour ceux qui, dans la magistrature, douteraient encore de la nécessité de communiquer, je peux vous dire que de lire que 91% des Français jugent que la justice est difficile à comprendre, que pour 72% des Français, la justice n'est pas assez sévère, et que pour 62%, les juges sont dépendants du pouvoir politique, eh bien, je suis persuadé, moi, du contraire de tout ça, et je pense que ça rend vraiment nécessaire qu'on mette en point une vraie stratégie de communication. Ce que je veux dire, c'est que, vous savez, on parle, et c'est normal, vous êtes sensibilisés à ce qui ne fonctionne pas dans la justice. Et ce qui ne fonctionne pas est totalement insupportable. Et ça justifie qu'on vienne s'expliquer auprès de vous. Mais évidemment que tous les jours, les dizaines de milliers de décisions de justice qui sont rendues de manière correcte et fiable. Mais je le dis bien, pour les quelques affaires qui, chaque jour, révèlent les dysfonctionnements, c'est insupportable. En tout cas, je peux vous dire que les magistrats sont sérieux, essaient de faire leur travail
au mieux, mais c'est une fonction extrêmement compliquée. À nous maintenant de mieux communiquer pour vous convaincre de tout ça.